les choses vont très mal, on risque d'entrer dans une nouvelle tyrannie, probablement Ngongo ou pas. Comment est-ce que vous voyez justement, je vais dire, la fin de règne actuelle dans laquelle nous sommes impliqués aujourd'hui avec M. Biya? Est-ce qu'il y a un regard, je vais dire, synoptique de ce qui a été perçu par vous pendant toutes ces années et la chance d'avoir un Cameroun différent et nouveau pour l'avenir? J.P. Remingono. Je serais d'un pessimisme béat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays atteint d'une maladie chronique. La maladie chronique, c'est que lorsque on ne peut pas soigner, c'est comme une tumeur cancérigène qui était bénie et qui est devenue maligne et qui finira par vous tuer. Pourquoi est-ce que je dis que je suis d'un pessimisme béat? C'est parce qu'il faut savoir que les années Biya ont créé d'autres Biya en miniature. Cela veut dire que même après Biya, ce serait très difficile qu'il y ait un véritable toilettage. Je m'explique. Biya a appauvri l'homme camerounais et l'a rendu irresponsable. Biya a réussi l'exploit à renverser les valeurs. De telle sorte que d'ailleurs, quand il arrivait au pouvoir, il y avait un livre écrit par quelqu'un de chez moi. Non, c'était le livre d'instruction civique. La première chose que Biya a eu à faire, c'était d'enlever le livre d'instruction civique des programmes. On appelait même ça les cours de civisme. Il n'y a donc pas de civisme. Et du coup, vous avez tout un pays qui va à l'incivisme. D'où des vols, des dépravations de mœurs. Ça fait de telle sorte que les valeurs ont été renversées. Avant Biya d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait les bourses pour les méritants. Et d'ailleurs, les concours, c'était par ordre de mérite. Quand Biya est venu, il a transformé ça en ordre alphabétique, c'est-à-dire après A, c'est B. Donc, comme il y avait Aïdjo et Biya, ce qui signifie que Zinche sera toujours parmi les derniers. Voilà comment est-ce qu'il a renversé l'échelle. Maintenant, cette échelle, il a commencé à mettre comme valeur l'unité du milliard du vol. Et chacun a donc commencé à voler. Et il y a eu des quartiers qui ont même porté des noms tels que les Santa Barbara. Je pose la question que, mais avec tout ce qu'on a eu au Cameroun, comment se fait-il qu'un quartier s'appelle Santa Barbara? C'est-à-dire que Biya a démontré qu'il n'y a personne au Cameroun qu'on peut prendre comme exemple. Comment est-ce que le quartier Santa Barbara, vous voyez uniquement une kyrielle de voleurs ou bien à bateau, c'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un que vous avez fait comment pour construire ceci, pour habiter là? Non, c'est eux qui sont applaudis. Nous sommes donc dans la République où c'est le bandit qui est applaudi. Nous sommes dans un pays où c'est celui qui commet le plus de bévues et qui va dans la dépravation de mœurs, c'est celui-là qui est mis en avant. Comment est-ce que quand vous regardez le régime Biya, c'est-à-dire que l'enquête de moralité voudrait que quand on devient ministre, qu'on dise ce qu'on avait d'abord fait. Et comme ça, c'est à partir de là qu'on saura aussi ce que vous allez faire. Lorsque vous prenez l'administration territoriale, à l'époque d'Aïdjo, on avait un André Tchongé, donc tout le monde connaissait le parcours. C'est-à-dire que, bien qu'étant un personnage cynique, tyrannique, on savait au moins qu'il était sorti d'un certain moule. On savait que c'est quelqu'un
qu'on ne pouvait pas voir n'importe comment. Alors, l'administration territoriale, vous la confiez à un bandit, à Tanganyika, dont on ne connaît pas le parcours. Je ne parle pas de parcours académique, parce que le parcours académique n'est pas important. La preuve, c'est qu'on a les femmes d'Ongo et tout, qui ont eu un excellent parcours académique, mais qui sont ils sont au sommet de la nullité. Mais quand je parle d'Atangandi, c'est que voilà quelqu'un qui est impliqué dans les détournements à la Campost. La CONAC sort un rapport, vous dit que cet homme doit être en prison. Biya fait de lui le secrétaire national de la sécurité. Biya fait de lui le ministre de l'administration territoriale. Tout est dit, tout est fait, tout est clair à partir de cet instant. C'est-à-dire qu'on prend le plus nul, le plus naze et on le met là. Lorsque vous prenez un individu comme Mwele Kombi, vous demandez à celui-là d'être ministre tantôt et des sports et de la culture et tout ça. Vous regardez son passé, vous regardez même sa vie privée. Vous vous rendez quand même compte que voilà quelqu'un qui, c'est-à-dire que son propre cuisinier vous accuse, appelle au niveau des médias, dit que voilà, j'ai pris 200 millions dans les cantines, il rentre chaque soir avec des valises de millions, dont moi j'ai pris seulement un peu parce que en même temps, il finit, il laboure aussi mon derrière. Mais si vous vous rendez compte que la plupart des ministres, à 80%, font ces pratiques-là, qu'est-ce que vous voulez avoir? Cela veut dire que vous montrez au peuple que pour arriver au sommet, il faut ramper, tremper des mains dans le cambouis, être des contre-exemples. Et du coup, ceux qui sont supposés, au niveau de la société, prendre le pays après Biya, qui sont-ils? Eh bien, vous allez donc voir qu'ils sont dans le bourbier. Et vous allez voir que vous n'allez pas changer, c'est ce que j'ai dit souvent, vous n'allez pas changer tous les directeurs des ministères qui sont déjà habitués au 4-9. Tout le monde vous dit que on donne des marchés 4-9, cela veut dire qu'on te donne un carton pour un marché que tu ne vas jamais réaliser. Et c'est comme ça que les gens se sont enrichis. Vous n'allez pas changer tous ces directeurs, tous ces chefs de service en un laps de temps. Vous n'allez pas changer cette mentalité avec cet adage qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'est-à-dire qu'avant, on savait qu'il faut que quelqu'un te pistonne pour te mettre donc quelque part. C'est ce qu'on a su, c'est ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que le régime Biya, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. C'est quelqu'un qui va démarcher pour toi. Ce n'est pas comme j'ai présenté au début, que moi, quand je faisais mon casting, ce n'était pas derrière quelqu'un. Vous veniez... Le culte du parrainage, en fait. Voilà, le culte du parrainage. Vous voyez que même les radios au Cameroun aujourd'hui sont parrainées. Donc, aucune radio n'est libre. Donc, le culte de ce parrainage-là, quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un, s'est transformé encore en une autre contre-valeur. Que quelqu'un te dit, baisse la culotte, je me mets donc derrière toi. Absolument. Donc, à partir de cet instant, nous sommes dans une société, pour lui, lorsque vous regardez l'exemple qui nous vient de la fille du chef de l'État, le poisson, dit-on, commence toujours par pourrir par la tête. Alors, lorsque vous regardez dans le système Biya, vous regardez ceux qui sont supposés être à côté de lui, ça devient très dangereux. Cela veut dire que il faudrait un toilettage qui prendra du temps. Il faut des hommes courageux. Il faut une jeunesse qui peut se prendre en main. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les jeunes, ou plutôt ceux qui en restent, sont uniquement dans des libations, sont dans des vibrations éthyliques ou encore porno-plutocratiques, parce que aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, c'est la danse du bas-ventre et les bars qui sont pleins. À partir de là, nous sommes dans le monde de la débrouillardise où quelqu'un te dit que je m'occupe seulement de moi. À mon époque, comme je vous ai dit, on savait que on crée et les autres viendront développer. On savait que
Nous allons passer. Aujourd'hui, personne ne veut passer. Chacun vient et s'installe et il reste là puisqu'il n'y a même pas de retraite au pays. Il reste là ad vitam aeternam. C'est pour ça que je suis pessimiste. Pessimiste d'autant plus que nous sommes dans un pays où la société civile a démissionné. Elle est en vacances. L'opposition a démissionné. Elle est en vacances. Le gouvernement a démissionné. Il est en vacances. Le chef d'État a démissionné. Il est en vacances. La justice a démissionné. Elle est en vacances. À partir de là, vous avez quoi? Qui, aujourd'hui, peut représenter l'après-Biya? Mais le Cameroun devient, tel que vous le décrivez, Dupont-Rémy-Ngonon, un no man's land. Il n'y a personne pour diriger. On fait ce qu'on veut, en réalité, tel que vous faites la peinture. Décidément, on est mal barré. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de définition pour le Cameroun aujourd'hui. C'est l'héritage que M. Biya nous laisse alors. Ah ouais, malheureusement. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage parce que aujourd'hui, le Cameroun est un ensemble hétéroclite constitué de conglomérats de bandits. Et derrière cela, vous avez des intellectuels aux têtes vides qui sont des ventriloques. Et vous avez à cela ce que je peux qualifier comme une opposition moribonde. La jeunesse, c'est elle qui donne toujours le là. Mais aujourd'hui, notre jeunesse, bien qu'elle soit en détresse, passe son temps dans des moments de liesse. C'est vrai parce qu'il faut savoir que dans le domaine mystique, Biya a réussi à détruire la jeunesse avec deux choses. Il faut savoir que dans le domaine mystique, les Camerounais ne peuvent pas se révolter parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils consomment. L'eau du Cameroun, c'est de là que tout commence. Cette histoire, cette fameuse histoire de l'eau du Cameroun. L'eau du Cameroun est une eau qui subit des rituels. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que Monseigneur Benoît Bala, on finit de le sacrifier, on va le jeter dans la Sanaga. On n'a pas choisi n'importe où. Et il y a une phrase. Je suis dans l'eau. Le Cameroun est dans l'eau. Parce que je peux vous dire, Biya fait tout dans l'eau. D'ailleurs, quand il devient président, n'oubliez pas que dans ces rituels, parce que tous les départements du Cameroun, à part peut-être 3, tous portent les noms des cours d'eau. Il va à Kribi. Un président de la République qui a passé plus de 24 heures sous l'eau. Sous l'eau. Est-ce que vous savez que, par exemple, Biya va souvent lui-même à la Sanaga y marcher, il marche sur l'eau. Est-ce que vous savez donc que cette eau du Cameroun est polluée mystiquement? C'est-à-dire que c'est avec cette eau qu'on fait aussi et la bière et ceci et cela qui endort les Camerounais. Charles Akabé vous parlez souvent du domaine mystique du Cameroun que les gens ne connaissent pas. Le Cameroun est en triangle. Combien de pays sont en triangle? Et d'ailleurs, quand vous regardez, même les émissions mystiques, on vous parle du triangle.
Et lorsque vous regardez donc, il y a certains, j'ai beaucoup rigolé, qui disent qu'il est au séminaire, et voilà, il a la crainte de ceci, et c'est pour cela que il est, voilà, c'est un homme qui est... Non, non, non. C'est là le problème. Biya était au séminaire. Pourquoi est-ce qu'il a été renvoyé? Du séminaire. Il était renvoyé du séminaire. Pour Biya a été renvoyé du séminaire. Sinon, il serait devenu prêtre. C'était quoi la raison, Jupoin? J'avoue mon ignorance sur le coup, hein, honnêtement. Demandez à Brenda Biya. Ce que Brenda Biya fait aujourd'hui se faisait au séminaire. Et vous savez que c'est des milieux où ces histoires-là, même au Vatican, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos. Si Biya est donc renvoyé du séminaire, j'ai dit bien renvoyé, il faut savoir qu'il a été au pré-séminaire de DA, au petit séminaire d'Akono. Son père était catéchiste. Pourquoi il ne devient pas prêtre? Pourquoi? Cela veut dire que si vous êtes vous-même renvoyé du séminaire, le séminaire c'est pour servir Dieu. Si vous êtes renvoyé de l'endroit où on sert Dieu, vous devez servir qui? Satan. Voilà. Il n'y a que deux issues. Il n'y a que deux chemins. Ou tu sers le diable, ou tu sers Dieu. Le Cameroun est le seul pays où vous allez voir, dès que Biya arrive au pouvoir, on a tué uniquement des hommes qui, sur le plan spirituel, étaient très élevés. Vous allez voir que Biya va faire une descente dans le septentrion. Et l'un des premiers crimes, c'est quoi? C'est bien sûr Monseigneur Yves Plumet. Oui. Qui pourtant, la veille reçoit Biya. C'est-à-dire qu'ils ont eu un entretien de plus d'une heure. Le lendemain, Monseigneur Yves Plumet est assassiné. Et il est français. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais ouvert l'enquête sur l'assassinat de Monseigneur Yves Plumet. Citez-moi un seul, Aïdjou était musulman, citez-moi un seul religieux qui a été assassiné au temps d'Aïdjou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'en existe vraiment pas. Voilà. Vous allez voir que quelqu'un qui a connu Jeanne Irène et à qui Jeanne Irène s'est confessé, le père Angèle Berben, jésuite, et qui combattait vraiment les pratiques diaboliques et qui les annonçait déjà. C'était lui, le fondateur du collège Siamtou. Le père Angèle Benven, c'est ça? Oui, père Angèle Benven. Il a été fondateur du collège Siantou? Non, ce n'est pas Siamtou. C'est Siamtou, c'est ailleurs. Non, il a été... il a créé un institut à Nguissa. Attendez, donc j'oublie un peu le nom, ça va revenir. On va retrouver le nom. Oui. Mais il faut déjà rappeler, que le père Angèle Benven, prêtre Jésus. C'était le collège Le Sillon. Le collège Le Sillon. Le Sillon. Voilà, le collège Le Sillon. Le père Angèle Benven a été assassiné de la même façon. Son cadavre, bien évidemment, aussi trouvé en position d'antéchrist. C'est-à-dire la tête en bas et les pieds. Voilà. Oh. Et il était nu. Il était nu. Comme Monseigneur Plumet. Vous allez voir qu'une histoire va naître à Balmayo. Monseigneur Kounou. C'est-à-dire que nous sommes déjà là sur celui qui a créé le petit séminaire de Balmayo. Donc, le collège,
tout comme aussi celui qu'on appelle celui du collège Noah. Vous allez voir que Monseigneur Kounou a été assassiné et on a présenté un de mes cousins que j'ai rencontré en prison qui m'a dit, petit frère, l'histoire là, je ne connais pas. Moi, je volais mes choses. Comment je peux aller assassiner un prêtre à Mbalmayou pour ne pas prendre de l'argent? Moi, je braquais mes choses en Kondongo pour chercher un peu d'argent, être avec des femmes. Il m'a dit, mais on est venu, on nous a demandé de tourner le film, et on nous dit qu'il faut faire comme ça. Monseigneur Kounou a été assassiné. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé. On a dit que c'est son cuisinier. Lorsque vous faites cela, j'ai dit à Nyanoua, le fondateur du collège noir, c'est un prêtre. Il est invité aux Nations Unies, alors qu'il est en train de vouloir aller dénoncer au Vatican, avec une liste et tout, le réseau du wubisme au Cameroun. Il est invité par l'ami de Béa qui était aussi au petit séminaire d'Akono. Il s'appelle comment? Lui aussi, Bellingue Boutou. Lui aussi a été renvoyé. Du petit séminaire d'Akono. Mais je dis bien que voilà l'histoire du Cameroun, qu'on ne vous dit pas. Le Cameroun a été dirigé par des gens renvoyés du séminaire. Donc renvoyés du service de Dieu. Quand le diable vous dirige, vous allez faire quoi? Donc, nous sommes dans un pays dirigé par des satanistes. C'est pour ça qu'il y a des crimes rituels. Donc, l'abbé Agnanois arrive dans la résidence de l'ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies. Le lendemain, il est retrouvé mort derrière la porte de la résidence, assassiné aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe au moment où le FBI veut enquêter, puisque c'est un lieu diplomatique? Paul Biya rappelle Bellingue Boutou et lui confie le poste de directeur du cabinet civil. Si vous voulez donc, ça c'est avant l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala. Vous allez voir que, bien évidemment, quand Angelbert Mbeng est assassiné, il venait de recevoir en exclusivité les confessions de Jeanne Irène, tout comme les sœurs de Djoum. Les trois sœurs de Djoum. Elles aussi assassinées, hein, il faut le rappeler. Elles aussi assassinées dans les mêmes conditions. Alors, je ne vais pas citer tout le reste. Donc, le Cameroun aujourd'hui est le seul pays au monde où au moins 40 religieux ont été assassinés. Au moins 40. Mais en même temps, nous avons un président qui a été renvoyé du séminaire, qui est le président ayant été le plus reçu par les papes, qui ne demande pas des comptes, qui ne fait pas la pression. Cela veut donc dire, et d'ailleurs au moment où on vous parle, vous allez constater qu'avant chaque élection ou après chaque élection, vous allez entendre les responsables de telle église, de telle secte qui arrivent au Cameroun. En 2018, on se souvient qu'il y avait Satanitus. Sanguinito. Écoute le nom de quelqu'un. Il venait de Malte là. Il était à la tête de l'ordre de Malte et puis voilà, on s'en souvient très bien. Et voilà. On lui a déroulé au Cameroun, hein, c'était incroyable. Mais regarde ce qui s'est passé après le palais de l'unité. Il est parti avec Biya où
en Boumaka. Et à la sortie de là, il est mort. Donc, je voulais vous dire que si vous voyez les Camerounais comme ils sont là, c'est un peuple qui ne peut pas se soulever parce qu'il est enchaîné par les démons. Parce que Biya lui-même avait pour parrain Mobutu. Mobutu qui a amené Biya dans les sacrifices du Primakuria. C'est pour ça que... Qu'est-ce que c'est que c'est encore le Primakuria? C'est quoi? C'est une loge? C'est une secte? C'est une grande loge où le représentant en Afrique était un Congolais qu'on appelait... C'était un grand musicien, Mario. C'est pour ça qu'on l'appelait maître. Ah, d'accord. Voilà. L'auteur de la chanson Mario? Franco, voilà. Franco. Mario Nalelier. Franco Luambo Makiadi. Voilà, c'était lui. Donc, c'était un homme où, dans le Primakuria, le pouvoir, c'est pour 33 ans. Et c'est pour ça que Mobutu, lui également, c'est-à-dire qu'après 33 ans, vous ne devez plus continuer, puisque chez eux, bien évidemment, c'est Mobutu qui allait avec Biya. C'est pour ça que vous voyez que Mobutu a sacrifié qui? Sa première femme. Et vous voyez que quand Biya, la première femme de Biya, est assassinée, il n'y a qu'un seul chef d'État qui va arriver au Cameroun. C'est Mobutu. Le seul, l'unique. Vous allez voir que, vous allez aussi voir que dans ce qu'on appelle le domaine mystique, Mobutu portait son chapeau et on l'appelait le léopard. Oui. Paul Biya est venu, il vous a dit qu'il est le lion. Et c'est véritablement le lion. Et par la suite, d'ailleurs a été le thème, slogan d'une campagne présidentielle. Je crois que l'homme lion. En 92, c'est ça, 91, 92, non? L'homme lion. Ah oui, l'homme lion. Oui. L'homme lion. Et il était vraiment un lion, puisque d'ailleurs, on va vous raconter l'histoire du lion qui était apparu en Bomaka, et ça c'est Ebalangunu, un autre qui était un des petits amis de Biya, un des petits amis, et moi je connais cet Ebalangunu qui se présentait d'abord à moi comme étant un moine, mais que par la suite, on va découvrir que lui-même il le raconte, qu'il était le petit ami de Biya. Imagine un homme qui dit que je suis le petit ami du président. Et le petit ami, on sait ce que ça veut dire petit ami. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que... Qu'est-ce qu'il devient Ebala Ngounou aujourd'hui, J-Point? Vous avez... Comme je vous ai dit, les affaires avec Biya, c'est comme si tu me demandes, tu me poses la question. Si tu poses la question, qu'est-ce que tel... qui était capitaine est devenu et que la DGRE a attrapé, a fini avec. Voilà. On ne sait pas. Et Balangounou a sorti beaucoup de secrets et nul ne peut vous dire où se trouve Balangounou. Donc je le considère comme mort, assassiné et le corps perdu. Comme Guérandi. Personne ne peut te dire où se trouve Guérandi. Peut-être Eko qui est à Kondengi aujourd'hui peut parler parce que c'est lui qui sait ce qu'il a fait du cadavre de Guérandi. Donc, et Balangounou est porté disparu. Donc, c'est ça le système Biya. C'est-à-dire que les mains, on a donné beaucoup de sang au diable et c'est pour ça qu'il y a aussi des guerres parce que le diable se nourrit d'abord du sang. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Cameroun est un pays sous la protection de Dieu. Non, nous sommes en guerre, il n'y a que du sang. Vous ne voyez que les enfants qui sont assassinés, il n'y a que vous voyez des accidents, vous voyez ceci. Mais c'est dire que ça ressemble à la cité du diable. Quand tu arrives au Cameroun, c'est dire que tu ne vois que la destruction. Mais le paradis est paisible. Quand on vous parle du paradis, on va vous dire qu'il fait beau vivre. Mais est-ce qu'il fait beau vivre au Cameroun? Non. Parce que tout passe d'abord par l'eau. L'eau au Cameroun n'est pas potable. L'eau est polluée de façon spirituelle. L'eau du Cameroun a connu toutes sortes
d'incantations, de pratiques, de sorcellerie. Et chaque fois, vous allez voir que lorsqu'il y a ces sacrifices-là, on va les faire encore dans l'eau et hop, c'est fini. Oh là là, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, c'est mon alarme qui vient de déclencher. Je voudrais demander à ceux, vous êtes plus de 300, vous êtes quasiment 350 à nous écouter là, s'il vous plaît les amis. Tapotez le live au maximum, 350 personnes en direct. Tapotez le live, s'il vous plaît. On est avec le maestro Jupon de Mingono. Veuillez m'excuser, je ne sais pas si c'est Bia qui avait déjà envoyé des gens l'alarme. Je vous en prie, Jupon. Je demande aux 350 personnes avec nous en direct, je vous en prie, tapotez le live et vous le partagez. Vous le tapotez et vous le partagez. C'est très important. Et nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin vraiment un aîné parmi les aînés et qui est encore à nos côtés, dont nous devons tous en profiter, vraiment de sa culture, de son expérience, de son savoir, de sa sagacité. Et vraiment, c'est riche. Poursuivez, monsieur Jupon Remingono, poursuivez, nous vous écoutons religieusement. Donc, je voulais dire que la première des choses qu'il faudrait savoir et faire dans notre pays, c'est que sur le plan spirituel, il faudrait désintoxiquer les Camerounais. Oui. Voilà. Et après cela, je crois que ceux qui sont appelés à diriger le pays demain ou après-demain doivent s'attendre à une chose. Dieu n'a pas reconstruit Sodome et Gomorrhe. Il l'a détruit. Ça fait de telle sorte que le système doit absolument être détruit. Si on part sur la base que des choses que j'entends parfois, les changements dans la paix et tout, il n'y aura pas ça. Il n'y aura jamais de changement dans la paix au Cameroun. Ça, vous pouvez l'écrire en noir ou en rouge. Ce n'est pas possible. La dictature s'est installée avec du sang. Elle ne partira qu'avec du sang. La France où nous vivons et les pays démocratiques dont on vante, généralement, ont fait beaucoup de sacrifices. Même la tête du roi a été coupée. Ouais. En Roumanie, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Ceausescu et son épouse ont été pendus. Je ne demande pas qu'on parle de Biya, encore qu'il est déjà trop vieux. Mais c'est pour vous dire que si nous voulons faire des changements, ou si on vous dit que le changement va arriver et tout calmement, tout bonnement comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ce que Biya a installé ne peut pas partir comme ça. Et vous avez d'ailleurs ça dans la modification de la dernière constitution. Cette constitution vous montre déjà que ce régime ne peut pas partir. Il ne peut pas partir parce que la constitution a été modifiée, je crois, le 14 avril 2026. Et à dessein, quand cette constitution est modifiée, ça vous montre déjà qu'on crée un poste de vice-président. Donc, on est dans la continuité. Dans la continuité, justement, du mécanisme BIA. Du mécanisme. Oui. On va le créer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver étant vice-président, et d'ailleurs, nous l'attendons même comme si on attendait Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de nous dire, on est en train de nous dire que nous attendons un nouveau BIA qui sera encore beaucoup plus jeune et encore plus nous traumatiser, qui va conserver ses intérêts. Et c'est pour ça que je dis que ceci ne peut pas se faire dans la paix, parce que le vice-président, il viendra, il va croiser les mains, il va continuer à préserver les intérêts, et tout et tout. Et d'ailleurs, quand on parle même de la vacance du pouvoir, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'on va vous dire que, justement, voilà, pour constater la vacance du pouvoir, c'est encore qui? C'est encore le vice-président, en fonction de l'article 38 nouveau, qui, bien évidemment, dans son alinéa, dit qu'en cas de démission, le président de la République adresse sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel
et au vice-président de la République. Donc, c'est lui qui va nommer le vice-président de la République, qui sera certainement Franck Biya, et c'est Franck Biya qui va continuer la même œuvre. Mais on ne serait pas sorti de l'auberge. Jamais. Voilà, on ne serait pas sorti de l'auberge. Dans le cas actuel, le Conseil constitutionnel est entre les mains du RDPC. Tout est entre leurs mains. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si les peuples ne peuvent pas savoir que c'est eux qui doivent se libérer, et c'est là où j'ai dit, c'est-à-dire que les peuples se sont levés, et c'est à partir, oui, les gens vont tomber, mais c'est aussi ça la réalité de la liberté. On ne peut pas obtenir de liberté sans des sacrifices. Mais si vous êtes dans un pays où les gens vous disent que je vais voir mes enfants grandir, eh bien, vos enfants vont mourir enchaînés comme vous. C'est tout. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que M. Biya a perdu la dernière élection présidentielle au Cameroun. Les chiffres font foi. Le comportement des Camerounais dans les bureaux de vote, les forces de défense et de sécurité et dans toutes les casernes militaires, tous ont voté contre Biya. J-Point, dites-nous concrètement, si Biya est autant puissant du point de vue de la mystique, comment se fait-il qu'il soit vomi dans les urnes? Est-ce que ce n'est pas la démonstration effectivement que le peuple qui est souverain peut déjà, sur la base de l'action posée le 12 octobre 2025, en votant contre Biya, en faveur de Issa Chiroma Bakary à plus de 70% de suffrages exprimés, d'aucuns parlent même de 80%, quoi qu'il ait pu se pouvoir par la force et par les armes et par l'oppression, les répressions, les assassinats, les enlèvements et les emprisonnements, est-ce que on a une chance, justement, c'est-à-dire de redonner une configuration au Cameroun de demain par le biais du peuple souverain, J-Point Ngono? Le peuple souverain prend le pouvoir parce que son pouvoir est dans la rue. Son pouvoir n'est pas seulement dans les urnes. On a souvent renversé des gens qui étaient très puissants comme les... je vais dire, bon, peut-être les Ben Ali, les Compaoré, mais c'était la rue. C'est là où le peuple est souverain. Le peuple ne va pas rester dans la maison en disant nous sommes allés dans des urnes et nous avons voté et c'est tout. Non. C'est tout. Non. Le peuple doit savoir se libérer. Aujourd'hui, j'ai dit que même dans la mystique, c'est-à-dire que le diable, son pouvoir a un certain temps. Biya vous a d'ailleurs prouvé ça. Il n'est plus l'homme lion. Il est parti de l'homme lion à l'homme gorille. On l'appelle le Nongi. Mais oui, maintenant on l'appelle le Nongi. C'est-à-dire que même dans le domaine de la mystique, il a eu à se dégrader, tout comme il se dégrade physiquement. Donc, il perd le pouvoir. Et c'est pour ça que ce peuple, justement, qui était longtemps enchaîné, qui est resté longtemps enchaîné, vous n'avez pas regardé quelque chose. Biya a gardé le corps d'Amadou Ahidjo à l'extérieur. Parce que c'est sur le plan mystique. Parce qu'on lui a dit que le jour où le corps d'Ahidjo atterrit au Cameroun, les Camerounais vont être libérés. Voilà pourquoi est-ce que le corps d'Ahidjo est à l'étranger. Mais ce que vous n'avez pas su, que la tendance s'est renversée avec quoi? Avec Issa Chiroma. Issa Chiroma n'a pas attaqué Biya politiquement seulement. Regardez que tous ces discours, il dit par la force de Dieu. Nous appelons Dieu. Tous les discours de Issa Chiroma, et partout où il a été en campagne, il est le seul candidat qui ne parlait qu'au nom de Dieu et du peuple. C'est vrai. Donc, et il allait même beaucoup plus loin, où d'ailleurs il a fait une transition en montrant que ce combat était aussi spirituel. Donc, là où vous voyez Issa Chiroma est un homme spirituellement préparé. Et c'est là où il a commencé à détruire Paul Biya. Et par la suite, il est sorti de la prison. C'est-à-dire que le Cameroun est une grande prison.
Issa Chiroma a obtenu sa liberté exactement comme toi, comme moi, comme le peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas rester au Cameroun tout simplement et vous croisez les bras. Vous dites que vous n'allez pas vous libérer, vous n'allez pas soit sortir, soit batailler pour obtenir ce qui vous revient de droit. Moi, tu ne peux pas venir chez moi. Tu prends mon whisky, tu prends mon poulet, tu prends mon assiette et tu sors. Moi, Ngono, je vais t'attraper au pied. Je vais dire que tu vas me tuer ici. Or, le peuple camerounais, c'est quoi? C'est-à-dire que tu entres chez lui, tu prends sa femme, tu prends ses enfants, tu prends son poulet, tu prends sa nourriture, et il te dit même encore que je vais voir mes enfants grandir. Ils vont grandir avec quoi? Sans nourriture, sans rien. Donc aujourd'hui, Biya a toujours été vomi. Ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez l'élection de 92 avec Fundi, mais on vous dit que Fundi avait obtenu 38% et que le deuxième c'était Bello Bouba. Biya n'était que troisième. Mais là, il avait bénéficié de ce qu'on appelle l'accompagnement des hommes en armes. Mais aujourd'hui, l'armée camerounaise, et c'est ce qu'il faut dire au peuple camerounais, l'armée camerounaise a affaibli. Parce que d'abord, cette armée a bataillé sur plusieurs fronts. Et aucune armée au monde ne peut résister aussi longtemps sur plusieurs fronts. Il y a eu le front Boko Haram où Paul Biya en 2014 annonce au perron de l'Élysée devant Hollande qu'il va en guerre contre Boko Haram. Il déclare la guerre contre Boko Haram, on s'en souvient. Il n'a pas réussi là-bas. Et deuxième des choses, quand il déclenche la guerre en 2017 contre les anglophones, au départ, le peuple camerounais a encore peur d'une chose, le bir. On croit que le bir a une force surnaturelle. Les Onangini viennent nous mentir qu'en 48 heures, si on envoie le bir, ce sera terminé. Or, aujourd'hui, ce que les Ambazoniens sont en train de démontrer prouve que le bir ne peut pas contenir le peuple. Le bir ne peut pas contenir sur plusieurs fronts. Nous avons des rébellions aussi au niveau de l'Est, la région de l'Est du pays. Ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays où l'armée est utilisée au-delà de 70% de ses forces effectives, actives. Or, même les États-Unis, c'est maximum, ça prend 30% des effectifs actifs qui peuvent être déployés. Le Cameroun est déjà donc sur la ligne rouge. L'armée est fatiguée. Et au-delà de ça, l'armée camerounaise ne suit pas ce qu'on appelle des cours, des séances de curetage ou alors de renouvellement sur le plan, par exemple, on devrait aller avec des experts, des psychologues et tout, parce qu'ils vivent des scènes d'horreur. Vous voyez vos camarades qui tombent, qui font ceci, qui font cela, ça épuise mentalement. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les grandes armées vous mettent toujours une période de break, vous enlèvent des champs de combat, font de telle sorte que les psychologues vous suivent et tout. C'est donc une armée qui est prête à craquer. C'est pour ça qu'elle a vomi Paul Biya. Parce que les gars, le vote de l'armée veut dire que nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons pas continuer à batailler. Nous ne pouvons pas continuer à faire la guerre. Nous ne pouvons pas. Nous voulons. C'est pour ça que quand Issa Chiroma arrive au nord-ouest, au sud-ouest, il est acclamé. Le peuple camerounais devrait donc comprendre au geste de cette armée qui a été obligé de sortir le char à Douala. Cela veut dire que quand vous sortez déjà les chars, vous êtes déjà acculés et ce char ne peut pas tirer sur une grande population. L'armée camerounaise n'a pas l'effectif. Si déjà les États-Unis peuvent même aujourd'hui être parfois en rupture de stock de missiles, combien de fois le Cameroun, qui sur le plan budgétaire ne parvient même plus à joindre les deux bouts. Si en plus de ça, le peuple camerounais mettait de la pression, ce peuple, je dis bien ce régime tomberait.
donc que le peuple comprenne, lorsque Issa Chiroma dit que préparez-vous, qu'il ne viendra pas avec une armée qui tombera du ciel. Il ne viendra pas avec le FBI, il ne viendra pas. C'est eux l'armée. C'est le peuple qui est l'armée. Et lorsque vous avez un effet de masse, cette armée va reculer, cette armée va s'enfuir. Parce que l'armée camerounaise ne compte pas 1 million d'effectifs, bon sang. Non, pas du tout. L'armée camerounaise. Du tout. Voilà. Environ 30 000. Voilà. Environ 30 000. Globalement. Environ 30 000. Donc, ils vont reculer, ils vont s'enfuir, ils ne peuvent pas. Ils vont tomber. Donc, c'est pour ça que je dis que le peuple doit savoir que les choses, c'est-à-dire que Dieu a fait sa part. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai parlé du domaine mystique. Biya a été très fort sur le plan mystique parce que au début, il a mis toute son énergie, il a fait beaucoup de sacrifices, il a fait ceci et cela et tout et tout. Mais le Satan n'a pas une force continue et indéfinie. Le pouvoir mystique finit toujours par se détériorer, par se désagréger. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les gens comme le général Mpaye, lorsque vous voyez tel autre, mais on va vous dire que c'est Asueman. Asueman, on va te dire que c'est lui qui a amené Paul Biya dans un endroit où, bien évidemment, il pouvait se transformer en lion, les métamorphes et tout, et consort. Mais aujourd'hui, Asueman lui-même, il est mort. C'était des gens totalement mystiques. Donc, le cercle de protection de Paul Biya est déjà aujourd'hui presque suranné, exsangue et ébranlé, totalement désagrégé. Il faudrait donc qu'en même temps que ce peuple prie, comme le fait Issa Chiroma, qui a dit il faut prier et tout et tout. Et les gens ont rigolé. Quand il vous dit ça, le pouvoir est d'abord mystique. Vous voyez, quand Macron sort de quelque part là, vous voyez des pyramides. Mais les gens ne comprennent pas le sens. Le pouvoir est d'abord mystique. Le pouvoir est mystique avant d'être tout ce que vous voyez là, et particulièrement celui de Biya. Donc il faut que le peuple camerounais sache que nous avons été longtemps enchaînés. Un homme a longtemps sacrifié le peuple camerounais avec notre sang. Et il a réussi en sacrifiant aussi les évêques et tout et tout. Vous croyez que quand on sacrifie les évêques, c'est pourquoi? Les prêtres, c'est pourquoi? C'est parce que c'est le domaine spirituel. Et ça fait de telle sorte qu'on reste amorphe, qu'on reste ceci. Mais du moment où ce peuple commence à se libérer, il doit donc aller au fond. Il doit donc se dire que, bon, comme Biya aujourd'hui n'est plus l'homme lion, il est déjà le Nomingi. Mais Longi ne peut même plus être, Longi ne peut pas être plus puissant que le roi de la forêt. Il est déjà parti de l'homme lion, il est devenu le Nomingi. Et peut-être même aujourd'hui, il représente tout simplement les petits singes de la forêt. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons aller vers cette chasse et le chasser justement. Et c'est ce qu'on va donc dire que c'est au peuple aujourd'hui d'appliquer les résultats des urnes. C'est au peuple de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Oui, nous Camerounais, nous n'allons pas nous contenter à être seulement là avec des cravates, des vestes, aller donner avec des chaînes de télé où vous allez voir des hommes venir vous donner ceci et cela. Non, les Maliens n'ont pas eu besoin de ça. Les Burkinabés n'ont pas eu besoin de ça. Ils n'ont pas eu besoin de tous ces gros plateaux télé-là. Il faut passer à une certaine période à l'action. Il faut chercher à se libérer. Il faut chercher à dompter la peur et se dire que on ne vit pas éternellement, bon sang. On ne peut pas dire que oui, si je sors, je vais mourir et les enfants vont rester avec qui? Vous croyez que qui est éternel? Qui est éternel? Vous pouvez rester chez vous, à la maison, vous mourrez de suite de crise cardiaque, vous pouvez mourir de crise de choléra, de tuberculose, de famine, d'accident, comme on en voit partout. Comme on est le seul pays au monde. Infarctus, et puis voilà. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc quand ton heure arrive, il arrive. Elle arrive. Donc vous n'êtes pas en fuyant d'aller se battre pour son destin qu'on protège sa vie. Bien au contraire, on la détruit. On détruit celle des enfants. On détruit celle des générations à venir. Et il ne faut pas laisser ce serpent non seulement se muer, enlever la peau pour revenir avec une autre peau, mais le serpent restera toujours le serpent avec le même venin. Est-ce que justement le serpent qui restera au serpent le même venin se traduit aujourd'hui par le gré à gré
dit-on, très forcés. Je vais citer Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, qui aujourd'hui fait feu de tout bois à la suite des révélations du capitaine Foudou, qui démontre effectivement quels sont les grands enjambées qu'il est en train de prendre aujourd'hui pour remplacer Monsieur Biya, entre autres. Et à côté de ceci, justement, Jipon Remingono, quel regard vous jetez sur ce secrétaire général de la présidence de la République aujourd'hui, Ferdinand Ngongo, les ramifications obtenues, peut-être pour aboutir aussi dans votre lecture sur les décrets qui courent et qui sont d'ailleurs promus. Il y a une propagande autour de ces décrets avec les généraux nommés. Ferdinand Ngongo, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente un danger encore beaucoup plus... et c'est beaucoup plus inquiétant, et c'est ce que j'ai dit. Oui. Vous avez vu une certaine période, Ferdinand Ngongo, vous avez vu Abibé. On a vu la tête de bœuf avec du sang et une inscription. Ngongo, Chantal Biya, quelque chose comme ça. C'est un rituel qu'il y a eu. On s'en souvient très bien. En 2020, 2021, je pense bien. Oui. On s'en souvient. Celui qui était là-bas, c'était un sous-préfet qui était le petit frère de Mesma Elundu. Vous connaissez qui est Mesma Elundu? J'avoue mon ignorance. Non, je ne le connais pas. Celui qui vient d'être promu général. Ah, très bien. Merci. Il était le directeur général adjoint. Il a été promu, entre-temps, directeur général adjoint à la DGRE par Ngongo. Mais quelque chose a changé. Entre-temps, il y a eu une petite brouille. Je dois vous dire que le petit frère de ce général, de celui qui est déjà devenu général parce qu'il était colonel, avait fait un rapport sur ce qu'il y avait eu cette nuit-là, sur ces sacrifices rituels. Il a été immédiatement affecté à l'extrême nord. À l'extrême nord, on l'a découvert, son corps couché, rien que avec la culotte. J'ai reçu les images. Il a été assassiné. Je reviens sur ça pour vous dire qu'avec Ngongo, toute personne qui peut être dangereuse ou qui peut se mettre sur sa route est assassinée. C'est donc un homme sans limite. Il est d'une cruauté hors norme. Et il a compris que, n'étant pas aimé, il devait développer le côté mystique avec beaucoup de sacrifices. Là de ça, il a mis beaucoup d'argent de côté parce que presque les DG, les sociétés qui produisent de l'argent sont nommées tous par Ngongo, ont été nommés par Ngongo. Et il gère aussi le côté des marchés publics avec Talba Mala, avec lequel ils ont mis le feu à la Sonara, comme l'a dit le colonel Foudou. Oui. C'était justement pour contrôler ce côté du pétrole. Il a déjà mis des mains
il contrôle des aéroports à travers sa société avec des mercenaires druzes. Ils ne sont pas juifs. Il a créé un quartier général à Haïfa, en Israël, où il a des immeubles. Et il a recruté là-bas aussi des mercenaires, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui sont spécialisés, qui sont souvent envoyés comme des tueurs à gages au niveau de la bande de Gaza. C'est pour vous dire que cet homme est très dangereux dans la mesure où il y a aussi une kyrielle d'individus au Sud-Soudan dont nos renseignements nous ont dit qu'ils ont été recrutés par ces réseaux. Ils contrôlent le port. Oui. Et dans le port, il vient de créer une autre unité du BIR. Ça fait que quand Efoudou vient parler de Sani Mouamadou, c'est parce que c'était déjà la prise de pouvoir. Dans le coup d'État. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Américains et les Français savent que si Ngongo prend le pouvoir en même temps, il risque de perdre beaucoup d'intérêt et la Russie va profiter. Les Américains exploitent déjà des trucs comme le mercure au Cameroun. Et ils sont en train de s'installer aussi vers Salak. Maroua Salak. Ouais. Ils ont signé aussi un accord secret avec Biya. Ils vont s'installer à Douala à long terme. Donc, je peux déjà vous donner en exclusivité qu'il y aura une base américaine au Cameroun. C'est pour ça que vous avez vu que Trump, qui était désagréable envers Biya lors de son premier mandat, curieusement, il est celui qui laisse Biya tout faire actuellement. Donc, pour l'instant, s'il n'y avait pas ça, Ngongo aurait déjà pris le pouvoir. Ngongo aurait déjà pris le pouvoir. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que même les Américains, ou aussi il a d'autres soutiens, et les Français savent que Ngongo ne peut pas et ne pouvait pas tomber d'un revers de la main. Qu'il allait faire des dégâts et que peut-être c'est Biya qui allait tomber. Mais cependant, je peux rassurer un peu le peuple camerounais. En ce moment, lorsque Ngongo a voulu récupérer les côtes du palais, et par la suite, Ngongo a voulu complètement contrôler le port à travers sa société transatlantique. Transatlantique SA. Oui. Il a échoué parce que immédiatement, il a utilisé un général, pour venir annoncer, ce qui a encore fait bondir le vieux Biya. Retenez que, ou plutôt remarquez que depuis ce jour-là, Ngongo n'a plus jamais signé quelque chose sur haute instruction. Donc, les hautes instructions lui ont été retirées directement. Regardez bien, depuis là,
il n'y a plus eu sur haute instruction. C'est-à-dire qu'il n'a plus la délégation de signature, c'est ça? C'est pour ça que c'est la France qui crée le poste de vice-président. Ce n'est pas Biya. Cela lui a été suggéré, ça avait été suggéré à Biya en 2024. Mais, lorsqu'Ngongo s'est affiché que c'est lui le vrai président, avant l'élection, où il faisait déjà la tournée et où, bien évidemment, il recevait tout le monde au nom de Biya et surtout prenait sous vos yeux les attributs mystiques du fond du pays. Parce que vous avez vu des chefs traditionnels. On a vu la tournée de tout le pays, hein. Tout le traditionnel, tout le gratin traditionnel en fait. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas prendre des trucs mystiques pour aller remettre à quelqu'un d'autre. Je crois que même à l'Ouest, tu sais que c'est impossible. On ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un qui doit aller donner à quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas comme ça. Dès qu'on te remet, tu prends. Donc, c'était déjà le coup d'État, même sur le plan mystique. Donc, là où ça se passe maintenant, c'est que Ngongo avait entraîné la première dame dans cette histoire. Je ne vais pas y revenir. Avec les enfants de la première dame dans les marchés, et du coup, il avait cette caution. Mais je peux vous dire en exclusivité que ça ne va pas très fort entre la première dame et Ngongo. Et du coup, la première dame a envoyé. Et du coup, Ngongo a envoyé sa femme, Céline, rencontrer dernièrement la première dame à Genève. Ça a été un peu compliqué au bout de 3 jours. Elle a réussi à l'avoir, mais je ne pense pas que cela ait résolu tous les problèmes. Donc, le poste de vice-président qui est créé, il vient fragiliser Ngongo, puisque tout le palais était concentré entre les mains de Ngongo. Or là, quand vous regardez la nouvelle constitution, même en ce qui concerne la constatation de ce qu'ils appellent la vacance du pouvoir, vous voyez que on a modifié l'article 38 de la loi 2004 le 14 avril 2026. Oui. Et c'est là où vous allez voir que, contrairement à ce qui se passait, que c'est le vice-président qui constate la vacance du pouvoir. Et c'est lui qui s'installe pour finir le mandat. Or, Ngongo, qui déjà n'a pas été mis dans le comité central du RDPC, a vu une partie du pouvoir échapper. Parce que déjà, Abibé, il n'est pas populaire. Et dans les dernières nominations, le major général qui vient d'être nommé, il est de Bibi. Les gens croient qu'il est là pour Ngongo. Non. Parce que Abibé, ou bien à Nanga, chez les Nanga, d'ailleurs, vous avez pu constater que la plus grande et violente guerre qui a été déclenchée dernièrement par Ngongo, c'était contre encore les gens de Nanga, c'est-à-dire Baboké. C'est là où il a créé l'histoire de la vente d'or avec les faux activistes qui ont relayé ça. Et d'ailleurs, merci pour la prise de parole et la prise de position lorsque tu as eu à me défendre dans ça, où je vous disais, je mets la main au feu, ma main au feu, que Baboké n'a jamais été entendu, cette histoire n'existe pas. La preuve, est-ce qu'on en parle encore? On disait qu'il a été entendu, tantôt au TCS, tantôt à la DGRE, tantôt par la DSP. Il n'a jamais été entendu, c'est une histoire qui a été fabriquée par Ngongo. Parce que Ngongo soupçonnait qu'on va nommer Baboké vice-président. Donc, Ngongo sait que la création du poste de vice-président fait de lui, aujourd'hui, le relègue complètement. Donc, Ngongo qui était aussi fort que ça,
n'est plus si fort comme vous croyez. Il accepte de l'argent, il a encore ceci et cela, mais je dis qu'il est en train d'être déplumé comme Biya avait fait avec Mbongo. Je peux donc rassurer le peuple camerounais que sauf mauvaise analyse de ma part, et ça je me trompe difficilement en ce qui concerne la politique du Cameroun, Ferdinand Ngongo est mis à l'étroit. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller très vite en besogne. Et il a montré tout ce qu'il voulait déjà faire. Il a éliminé tous ses adversaires. Et le seul adversaire qu'il se disait que naturellement il partira, c'était Biya. Et Biya aujourd'hui ne fait plus totalement confiance en Ngongo. Et quelque chose se joue à Genève. Parce que c'est Franck qui est au chevet de Biya. Et j'ai attiré l'attention sur la nomination des derniers généraux. Justement, ça fait débat. Les décrets, qui sont ceux qui les ont signés? Comment est-ce qu'on est parti de colonel à général, sachant que les décrets n'ont pas été... On ne sait pas exactement comment les décrets sont partis de Genève pour le Cameroun. D'ailleurs, la mention fait au Cameroun, fait à Yaoundé, ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive. Bien n'étant pas au Cameroun, président de fait pendant qu'on y est, comment est-ce qu'un tel document peut être validé et avec une propagation de cette nouvelle comme étant une nouvelle fondée, Jipon Remingono? Quel est le lien que vous en faites, vous? Je peux vous donner une chose qui est réelle. J'ai toujours dit, même si je déteste quelqu'un, je ne dois pas inventer des histoires sur son dos. Les décrets ont été signés par Biya. Ça, je peux vous le dire. Et il y a un seul domaine dans lequel Biya ne blague pas. C'est l'armée. Vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que même si Biya, on est en train de vouloir le mettre à la morgue, il entend armée. Il va se réveiller. Alors, l'affaire des décrets, ça vient du fait que il y a une désobéissance ou il y a une prise de pouvoir de Ngongo. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le chef d'état-major est maintenu là par Biya. Il est d'abord Boulou. René Meka est Boulou. Qu'on ne voit, il est malade. Qu'on ne voit plus aujourd'hui, il faut se le rappeler. Hein. Il est au Cameroun. Je peux vous le dire. Mais qu'on ne voit plus aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, il était en Turquie. Il était en évacuation en Turquie. Une évacuation secrète, c'est ça? Oui, sanitaire. C'est quand il revient. C'est lui qui est à l'origine du décret qui suspend ou bien qui envoie à la retraite. Le général Hector Tchimo? Tchimo. Très bien. Parce que pendant qu'il n'est pas là, Tchimo est contrôlé par Ngongo. Et Tchimo n'applique pas ce que Maka lui demande. Tchimo dit tout simplement au chef particulier du bureau de Maka, qui est le lieutenant-colonel, qu'il n'a pas d'ordre à lui donner. Meka est donc obligé de revenir parce que Meka avait déjà demandé à Biya qu'il veut se reposer. Il y a deux personnes qui ont dit à Biya qu'ils veulent se reposer. Il y a Adolphe Moudiki et Meka. Et Biya a répondu de la même façon que c'est lui qui nomme et c'est lui qui envoie en retraite. Donc avec la maladie de Meka,
Le major général, qui est infiltré par Ngongo, voit que son heure est arrivée. Donc, il y a donc ce qu'on appelle qu'il ne respecte pas celui qui gère. Donc, quand justement le vieux René Meka revient, il fait un rapport qu'il y a désobéissance, il y a ceci, ça va fragiliser les troupes et tout et tout. Il envoie ça à Genève. Bien évidemment, une copie au ministre délégué chargé de la Défense, parce qu'il ne dépend pas. D'ailleurs, il dit souvent au ministre délégué, il y a eu 4 ministres qui sont venus ici et qui m'ont laissé. Donc, ça va direct. J'ai toujours dit, quand ça arrive à Genève, ça arrive par un certain Guinée qui remet en Bondayolo avec les oppositions et tout et tout. Bondayolo remet cela à Mondoulou. Mondoulou, c'est... Cléopas. Voilà, Cléopas, oui. L'intendant de la présidence. Oui, c'est lui qui dort dans la chambre, dans la même chambre avec Paul Biya. Là-bas à Genève. Parce que il y a le docteur Monene et il y a Mondoulou. Plus Franck Biya. Parce que Biya vit dans son château à Montreux. Donc, c'est pour ça que je rigole souvent quand certains se lèvent là et disent qu'ils vont chercher Biya à l'hôtel intercontinental. Il n'a jamais mis pied là-bas depuis qu'il est parti. Il vit à Montreux. Et d'ailleurs, c'est non loin de la direction générale de Nestlé. Donc, en face, il a le truc, le lac Léman. Oui. Donc, voilà, c'est des gens, ils n'ont pas de renseignements, mais ils vous parlent sur Facebook. Donc, c'est comme ça que le décret arrive donc par Mondoulou. Biya voit ça et lit, et il signe. Sauf que, en envoyant le major général en retraite, sacré le vide. Et les autres s'engouffrent. Pourquoi est-ce qu'ils s'engouffrent? Parce que en juillet 2025, des généraux ont été promus. Or, certains noms ont été enlevés. Généralement, et il y a un ministre derrière le ministre. C'est-à-dire que à la présidence, c'est Amogo Bété. Mais les gens ne le savent pas, le général Amogo Bété. C'est-à-dire que quand le ministre de la Défense envoie des propositions de nomination, ça repart d'abord chez Amogo Bété. Quand il finit de traiter cela, c'est encore le vice-amiral Fouda qui prend. Je rappelle que le général Amogo Bété, il fait partie justement de l'état-major particulier du chef de l'État. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc, en fait, c'est lui le ministre, le dernier rempart ministre de la Défense. Donc, il va se retrouver que dans ces promotions-là, il y a des généraux dont les noms ont sauté. Parmi lesquels, bien évidemment, l'un des fils de Biya, c'est-à-dire que le colonel Boko Abondo. Oui, de la garde présidentielle. Voilà. Donc, le fait que Tchemo parte, c'est là où tout est relancé. Avec le rapport où on dit que non, il y a eu ceci, qu'ils ne sont pas passés, tout et tout. Et on ne comprend pas pourquoi ils étaient autant. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est donc là où il décide de promouvoir de mettre à la une ceux qui sont les ennemis de Ngongo. Parce qu'il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui ne salue pas Ngongo au palais, c'est Boko Abondo. Or, Boko est du sud. Mais son père est de l'est. Je ne donne pas son nom. D'accord. Voilà. On sait tout simplement que c'est... donc,
il a un côté maca, donc un côté de l'Est, vous voyez, avec machin et tout, c'est-à-dire ça arrange en même temps Chantal. Et il est aussi du Sud. Comment se peut-il qu'il ne soit pas promu général alors que c'est lui qui, par exemple, était au-dessus de celui qui est actuellement à Douala et qui, lui, était au ministère, c'est un bureaucrate et tout et tout. Donc, Biya donc a décidé de le mettre là. C'est-à-dire qu'en fait, il a renforcé les pouvoirs de l'ennemi de Ngongo. Parce que Boko est l'un des rares qui a refusé les directives de Ngongo que, bon, voilà, il faut appliquer. Il dit non, non, vous m'envoyez ça et puis par écrit et tout ça. Bref. Et de l'autre côté, il a promis Mesui. Mesui, c'est un boulot. Donc, ça fait que quand vous regardez le Sud, c'est 800 000 habitants, mais il y a déjà 4 généraux. Mesuizo, c'est lui qui est à la tête du BRIR. Il était colonel. Le BRIR, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle la brigade d'intervention rapide. Ce n'est pas le BIR. C'est une unité que Biya a créée en 2015. Ça vient remplacer ce que Aïdjo, lui, avait à l'époque, le bêta, et consort et tout ça. Donc, là-bas, il y a les troupes aéroportées, les troupes marines, les troupes ceci et cela. Bref, c'est des bataillons qui ont des effectifs. Donc, en réalité, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les dossiers, que c'est la guerre des généraux. Parce que si Ngongo a beaucoup infiltré le BIR, aujourd'hui, il va se retrouver devant un chef d'état-major qui est actuellement général-major. Donc, s'il me capare, on va promouvoir un type de bibé, donc Nanga, peut-être chef d'état-major des armées. Sauf que même s'il est débibé, il n'est pas totalement dans la poche de Ngongo parce que là-bas, chez les Nanga, il y a une guerre pas possible. Il faut savoir qu'il y a des gens comme les Bidungpat, les Etong, les ceci et cela. Il y a même encore l'autre qui avait été mis à l'écart, qui avait la grande maison là, qui est le beau-frère de Babouki. Voilà. Donc il y a une guerre terrible qui est en train de se jouer là-bas. Et puis il y a des choses comme ça. Donc les Nangas sont éparpillés, sont divisés. La preuve, c'est que tu as vu vraiment ce qui s'est passé avec l'attaque de Babouké, qui a été financée par Ngongo. Donc tu vois qu'ils sont totalement divisés. Donc aujourd'hui, Biya a repris le contrôle de certaines grosses unités et a réussi à promouvoir des généraux qui peuvent faire le poids face au poids que Ngongo avait déjà. Et puis autre chose, il faut savoir que, et ça peut être une exclusivité, le vieux Mbarkangele, peut-être que Biya va demander qu'il aille se reposer. C'est dans les starting blocks, quoi. Les tuyaux. Très bien. Il faut savoir que ça aussi, c'est une exclusivité. Ça va bouger. Biya va rentrer. Qu'on ne vous trompe pas. Biya va rentrer. Ça, moi, je ne suis pas là pour faire du sensationnel. Oh oui, c'est là. C'est moi qui vous ai dit qu'il a été opéré. Non. C'est moi qui vous ai dit qu'il a été opéré du genou droit. Même en 2024, quand on disait qu'il est mort, j'ai dit laissez ça, je ne peux pas. On a dit signer les pétitions et ceci. Moi, j'ai dit je ne peux pas faire des choses comme ça, je suis journaliste. Ouais. Moi, je vous donne des informations que je vérifie selon mes tuyaux et tout, et ils sont les meilleurs.
Donc, je peux vous dire que pour l'instant, la BIA commence à se lever. C'est-à-dire, on le soulève. Il ne peut pas marcher seul. Donc, c'est le genou droit. Je ne vous parle pas d'autre chose. La prothèse, c'est au genou droit. Parce qu'il traînait beaucoup de pieds et tout et tout. Il ne voulait même pas arriver là-bas, il ne voulait même pas se faire opérer. C'est Franck qui a fait que Biya soit opéré. Et je peux vous dire aujourd'hui que Biya va donc rentrer. Il va rentrer. Il va rentrer. Il n'a pas été opéré du cœur. Il n'a pas subi l'opération de la prostate, non. Il a déjà un traitement de la prostate qui est un peu beaucoup avancé. Et puis, on lui change aussi par la suite des sondes. C'est-à-dire que celui qui a été promu général, Mesme Elundu, c'est son petit frère qui est le médecin urologue de Paul Biya. Il s'appelle aussi Elundu. Et il est à l'hôpital militaire. C'est lui l'urologue spécialiste de Paul Biya. Leur père même était aussi colonel. Ce sont des gens, ce sont des gars étonnants. Donc, ça c'est des informations. Mais il faut savoir que s'il y a donc manipulation, la manipulation ne peut plus venir d'Ngongo. Donc, vous nous confirmez ce matin que ces décrets, selon vos sources et selon vos informations, n'ont pas été signés par Ferdinand Ngongo, plutôt par M. Biya. C'est ça. C'est Biya. C'est Biya. C'est Biya. Mais j'ai dit Jeune Afrique hier a d'ailleurs fait une là-dessus, et Jeune Afrique titre d'ailleurs à sa une, hein, faux décrets, faux généraux. Entre ce que vous dites et ce que Jeune Afrique nous rapporte, décidément, où se situe la vérité, J. Point? Je n'ai pas à faire la concurrence avec Jeune Afrique. D'accord. Une fois, j'avais dit, c'est moi le boss. Et je reste le boss. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit qu'il peut avoir un décret d'info général signé par un civil, dites-lui que vous nous prenez pour des bleus. C'est possible si Biya est mort. On nomme un faux général. Vous croyez que le MINDEF n'existe pas, que ceci et cela. Mais il y a un seul décret est signé là. Urgence. Que le décret sera, le décret numéro 264. Procédure d'urgence. Tous les autres, c'est procédure publiée dans le journal officiel. Vous connaissez le décret qui est procédure d'urgence? Hein? Monsieur Ngachou. Nous vous écoutons, J. Point, nous sommes suspendus. Le décret qui est procédure d'urgence, c'est celui de la nomination de Boko Abondo. C'est-à-dire le général Boko Abondo de la garde présidentielle. Ngongo ne peut pas promettre, il ne peut pas mettre en avant Boko Abondo qui est son ennemi. Qui est un boulot. Beaucoup ont pensé que ce décret était de Ferdinand Ngongo, visant effectivement à rassurer Boko Abondo de ce que, voilà, il a besoin de lui. Il a besoin d'avoir son carré de sécurité. Et il n'a pas besoin de lui. Voilà. Il ne peut pas avoir besoin de lui tant que Biya est là. Je peux vous dire une chose, Biya est très fatigué. Mais il a des moments de lucidité. Et au-delà de ça, je vous ai dit une chose, quand ça concerne l'armée, oubliez. Oubliez. Je dis que s'il y a faux décret, ça ne va pas passer. La France ne va pas laisser passer ça. Les États-Unis ne vont pas laisser passer ça parce que ça veut dire qu'il y a des coups d'État. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un signe le décret, un faux décret pour machin et tout, mais dites-moi,
Biya sert encore à quoi? Cela veut dire qu'il signe directement le décret qu'il est vice-président. Mais il contrôle les aéroports, il contrôle le port, il contrôle la Sonara, il contrôle aujourd'hui, il a quasiment la main partout. Il a Ça des ne, unités, ça ne, je vais vous dire, ça ne veut. il a des unités du BI qui veillent sur lui 24 sur 24. Il a des ramifications avec les Israéliens. Il a la main partout dans le pays. Mais Non, je vous ai dit, c'est la guerre des titans. Et j'ai titré ça, c'est la guerre des généraux. Je vous ai dit qu'il était puissant. Mais tu ne peux pas être plus puissant que ton créateur. Tu ne peux pas. Donc, j'ai dit aujourd'hui, et ça tu ne le relèves pas assez, qu'il n'y a plus de hautes instructions. ça, on l'a compris parfaitement, parfaitement. Voilà. Si vous êtes puissant, il y a hautes instructions. Si vous voyez la création d'un poste de vice-président que vous n'avez jamais sollicité, et que vous voyez que c'est le vice-président qui va remplacer le président, cela veut dire que vous avez perdu la main. Oui. Si vous regardez aujourd'hui que celui qui est à côté de Paul Biya, c'est Franck Biya. Franck Biya dort dans la même maison que Biya. Et dans la chambre de Paul Biya, c'est Mondoulou. Vous croyez que Franck Biya peut laisser Ngongo? Que Franck Biya sera là, il apprend qu'il y a des faux décrets, il ne va pas dire à son père à l'oreille que papa, il y a des faux décrets. Vous imaginez ça? Très bien. Alors, Un faux décret. S'il y a un faux décret d'un général, je dis le même jour, Paul Biya fait arrêter Ngongo. Vous croyez que le pire, vous voyez là où Ngongo a échoué, c'est que tu peux tout contrôler. Oui, tu peux être l'ami de Eran Moïse. Eran Moïse n'est qu'un petit pion dans le damier. Parce que la puissance d'Eran Moïse tient du cordon nourricier de la SNH. C'est la SNH qui paye le bir. Et voilà pourquoi est-ce que Ngongo a organisé un conseil d'administration pour débarquer l'ami de Biya, Moudiki, pour contrôler la SNH. Au moment où il le fait, c'est Biya qui appelle Moudiki pour lui dire de partir et de ne même pas assister à cette histoire-là. Et du coup, il appelle Ngongo et dit, je ne vais pas entendre que vous avez mis un autre DG. Or, Ngongo avait déjà envoyé 3 notes à Biya. Sur les 3 notes, il demandait le départ de Moudiki. Or, Moudiki, je peux vous le dire aujourd'hui, Moudiki a encore toute sa tête. Moudiki a un problème côté gauche. Il souffre du nerf sciatique. Mais c'est-à-dire que même quand on parle de Nathalie Moudiki, oui, elle vient parler là et tout, mais Nathalie Moudiki ne connaît même pas un compte de la SNH. C'est entre Biya et Moudiki. Donc, Ngongo voulait placer quelqu'un là-bas pour contrôler la SNH. Il est président du conseil d'administration. Mais il n'a pas réussi. Vous avez vu qu'il a laissé l'affaire de Moudiki tranquille. Le bir dépend donc de Moudiki. Vous vous souvenez de nos amis qui disaient à Samuel et tout, c'est celui qui paye, qui décide. Donc, Moudiki, c'est qui c'est bien. Du moment où Ngongo ne contrôle pas le bir, le financement du bir, cela veut dire que, comme Paul disait à notre grand frère Eric Tingé, il me suffit d'un coup de tête, on enlève Eran. Ce qui signifie que Ngongo est un civil. Et je peux vous dire qu'un général m'a dit un jour, Monsieur Jippo Remingono, est-ce que vous pouvez me dire
Dans quel pays un général a fait un coup d'État pour installer un civil? Je lui ai dit qu'au Ghana, il me dit c'était un homme. Je lui ai dit Jerry Rawlings. Il dit non. Il a fait le coup d'État. Il s'est installé d'abord comme président avant de réinstaller. Avant de passer la main par après. Voilà. Et il est même, Voilà. il est même revenu. Il faut rappeler Oui. qu'il est même revenu. Il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un. Que cela veut dire que ce que vous dites souvent que le BIR va faire le coup d'État au Bachar pour Ngongo, il n'a pas dit Ngongo, pour celui que vous connaissez là. C'est une idée peu probable. Oui. C'est le général qui me l'a dit. Il a dit, je m'arrête là. Ce qui signifie que Ngongo peut être puissant comme il est là. Mais, exactement comme Oligui Nguema. Tu as vu, il est venu en disant que Ali Bongo a volé l'élection. Mais on savait donc que c'est lui qui a gagné l'élection qui sera installé. Mais non, il s'est installé, lui n'était pas candidat. Non, bien sûr. Et il gouverne. Hein? Voilà, et il gouverne. Donc, le fait que Ngongo soit un civil, je dis bien un civil, serait très difficile qu'il réussisse son coup d'État avec le BIR. Ce serait très difficile. Deuxième des choses, il y a eu la répartition ou encore l'éparpillement des forces. Et troisième des choses, il ne peut pas être soutenu par le RDPC, dont il n'est même pas membre du comité central. Rappelez-vous que Biya a installé les nouveaux, il a nommé les nouveaux membres au comité central. Les René Sadi s'étaient opposés. Et à partir de là, c'était l'échec de Ngongo. Oui. C'était l'échec. Du moment s'il entrait dans le comité central, il allait avec son argent et tout s'imposer et son titre de secrétaire général à la présidence. C'était bien le coup d'État réussi. Mais sur le plan politique, il n'a pas de parti politique, même si son parti créé avec Atanganji, le truc avec Dewa, avec par exemple Salmana, tout cela, ce sont des choses aléatoires et ça n'a pas une base populaire. Deuxième des choses, il va se heurter dans son propre ancrage, où vous avez, par exemple, chez les Nanga, il ne fait pas l'unanimité, tout le monde le déteste là-bas. Alors, il fait comment? Il va diriger un peuple alors qu'il n'est pas un homme en tenue, il va diriger avec les armes. Vous croyez que si Biya a déjà des difficultés avec nous, Biya qui a mis tout ce temps-là, il a des difficultés, c'est Ngongo, qui n'a pas été installé par qui que ce soit. Biya au moins avait eu cette chance qu'Aïdjo l'a accompagné et a demandé au peuple camerounais de l'accepter. Si c'est Biya-là, qui aujourd'hui lui-même est contesté, il vient nous mettre un Ngongo qui est hyper contesté, y compris dans son village où il est l'homme le plus détesté. Vous croyez que Ngongo va vraiment rester? Jamais. Même s'il est là, on va lui mettre une balle à la tête. Aujourd'hui, et de toutes les façons, allez-y. Et de toutes les façons, je ne vois pas par quelle alchimie il va réussir son coup. Je vous dis que tout a été bouleversé à partir du comité central. Il a raté. Deuxième chose, la vice-présidence. Troisième chose, la promotion de ces généraux. Vous allez me dire, comme je vous disais, que il y a des jeunes à Jeune Afrique qui m'appellent, qui sont spécialistes de l'Afrique. C'est moi qui leur dis, voilà ce qui s'est passé, voilà tel. Et après, ils vont écrire à dire qu'ils ont fait une grande enquête et tout. Quand je dis que je suis le boss, les gens croient que c'est de la mégalomanie. Non, pas du tout. On y croit. Mais justement, aujourd'hui, avec les révélations faites par le capitaine Efudou, J. Rémy Ngona, vous suivez à la lettre cette actualité. D'ailleurs,
le capitaine Effoudou s'illustre aujourd'hui comme étant un maillon extrêmement important pour le Cameroun dans les dénonciations qu'il fait. Il faut-il le rappeler qu'il a été le chef service justement du renseignement auprès on va dire de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur Biya. Effoudou, pour vous, représente quoi aujourd'hui? Et le rapprochement, si vous voulez, le rapport ou le lien qu'on peut effectuer avec Ferdinand Ngongo. Est-ce qu'il est super fragilisant pour Ferdinand Ngongo, d'une part, pour le général, le contre-amiral Fouda, d'autre part? Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est une pièce extrêmement puissante, importante, dont on devrait mieux choyer cette pièce-là? Tout en vous rappelant que nous sommes déjà à une prolongation de 1h15. Merci beaucoup. Merci. Parce que je devais rester là maximum pour 2 heures de temps. Merci beaucoup, je crois. Merci beaucoup. Donc, je pourrais encore supporter quelques 5 minutes. On y va pas de cause. On y va pas de cause. Et donc, je voulais juste dire que les révélations de Effoudou sont importantissimes. Ça ne fragilise pas seulement Ngongo, ça fragilise toute l'architecture de l'État. Oui. Parce que il faut d'abord voir le personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était quand même au bureau des enquêtes, au bureau des renseignements. Et quelqu'un qui est là-bas traite des dossiers beaucoup trop sensibles. Et surtout, il y a quelque chose qui est très, très, très important dans ça. Ce n'est même pas Ngongo. C'est que il vient réveiller un démon qui était endormi. Le vice-amiral Fouda qui est à côté de Biya. Il nous révèle donc que ce type, s'il y a même des faux décrets qui ont été signés, c'est lui. Des nominations. Au point de le traiter de voleur de mallettes, c'est quand même très grave, ça, ce type de déclaration. Ça, je le savais. Je l'avais déjà dit, puisque j'avais eu Luc. Moi, j'avais parlé déjà de cette histoire. Il m'a dit comment ça s'est passé, que Fouda lui a remis la mallette et il a demandé qu'il l'aille garder. Il ne pouvait pas avoir accès à la chambre ni de Biya, ni du directeur du cabinet civil. C'était pas possible. C'était quelle bêtise comme ça et aller cacher sous le lit et tout. Donc il a accepté porter le chapeau lorsque ça a mal tourné. Et parce que Fouda disait que bon, écoute, je vais te sauver. C'est la même chose que Ngongo a eu à faire avec les Savomba et après tu vas sortir et tout. Donc à une certaine période, il faut savoir que ce qu'il dit sur Fouda est terriblement vrai parce que c'est ce que Mbapou disait, que Fouda a pris de l'argent pour faire des gens ou des ministres ou des directeurs ou des généraux. D'ailleurs, je connais un de mes amis qui s'appelle aussi Fouda. À l'époque, quand j'avais fait un truc concernant la poudrière, c'est-à-dire qu'on avait volé les armes au quartier général. Lui, il était lieutenant. Donc, j'étais le seul, parce que nous nous trouvions au Mont-Fébé, avec le général Semenge. Mais j'avais pris mon véhicule et j'avais appelé Jean-Claude Mbode de rentrer à la radio. À cette époque-là, on fermait la radio à 2h du matin. Je lui ai dit que va ouvrir la radio. Je vais faire un reportage parce que quand j'arrive, on me disait que c'est l'ambassade de la France qui avait pris feu. Mais quand moi j'arrive sur le place, je trouve plutôt que c'est la poudrière. Et on dégage tout le monde. Moi, j'étais à moins de 200 mètres de là. Ça fait que je faisais le reportage. Le poste national, le matin, ne mettait que de la musique instrumentale, dont les gens se disaient qu'il y a coup d'État. C'est moi qui rassurais les populations qu'il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas coup d'État. C'est moi qui faisais le reportage. Donc, et du coup, même les grandes chaînes comme RFI se sont basées de mes déclarations. Et parce que pour entrer là-bas, je m'étais accroché derrière un véhicule de sapeurs-pompiers. J'aurais pu obtenir au moins une médaille, mais ce régime ne m'a jamais récompensé. C'est vrai que je dis merci à Dieu
de n'avoir pas été récompensé par Satan. Parce que ça aurait été une insulte suprême. Oui. Oui. Mais déjà, Je porterai. on a un jupon Reming en or. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'or, jupon? Pas une médaille quand même, fantaisiste. Non. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que j'avais réussi à faire cette affaire-là. Donc, Fouda était au quartier général. Et moi, je le connaissais. D'ailleurs, c'est moi qui vais le présenter à Martinez Zogo. Donc, il va m'appeler pour me dire que, mais, mon frère, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Je lui dis, et quand je lui dis la position où j'étais, il dit non, tu ne pouvais pas être là-bas. Il dit, tu dis 200 mètres. Il me dit décrit. Je lui dis comment était machin, tout. Il dit, oh oui, c'est là. Il me dit, ça veut dire que si c'était une poudrière, les armes allaient te tuer. Parce que même à 500 mètres, ça tue. Il dit, tu ne pouvais pas être la même. Et il me dit donc, au Nigeria, il y a eu ceci et tout. Donc, c'est moi qui lui dis, il me dit, on se retrouve, c'est comme ça qu'il va faire un rapport qu'il va remettre au chef de l'État. Il va tout faire pour remettre au chef de l'État. Quand le général, qui était avec moi à Montpellier, veut aussi déjà connaître ceci et cela, Fouda m'avait déjà dit de ne rien dire à personne. C'est ça qui a fait qu'il ait des promotions, qu'il aille jusqu'à garder des armes, parce que certaines armes ont même été découvertes dans les coffres forts d'une banque à Douala. Incroyable. Oui. Donc, Fouda devait être général. Motogo, qui est actuellement ancien colonel, il était l'ami d'enfance du contre-amiral. Il m'a rassuré que lui, il reste maintenant, il ne peut pas descendre. Il dit que Mbabou dit, c'est la vérité, que c'est le même numéro que j'utilisais pour le contre-amiral. Pour contacter Fouda? Oui, c'est mon ami, c'est mon camarade de classe. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Oui, donc l'autre Fouda avait remis aussi de l'argent au vice-amiral Fouda pour être général. Ben, Il n'a pas été. Il y a eu des cas comme ça, hein, J-Point. Par exemple, le colonel, le colonel qui était au Sémil, là, Mbankui, qui également a remis de l'argent à Fouda pour être nommé général. On a des tas de révélations comme ça. Mais décidément, il est devenu ce qu'on appelle le vrai douanier, c'est-à-dire qu'on passe par lui. Oui, mais est-ce que vous savez que il y a un rapport d'expertise au tribunal militaire Oui. qu'ils ne veulent pas rendre public. Le rapport a 5000 pages. Pardon? 5000 pages qui prouvent que c'est Fouda. Tout le monde sait. Mais je peux vous donner le numéro de Fouda, vous allez voir. Comment vous pouvez dire qu'un numéro... attendez, quand on veut vous arrêter au Cameroun, n'est-ce pas qu'on vous localise? Pourquoi on n'a pas localisé ce numéro-là? Parce que c'est le numéro de Fouda, le contre-amiral, qui a donc été élevé grâce cette fois-ci en Gongo au rang de vice-amiral. D'ailleurs, le capitaine Ifoudou nous a fait savoir qu'il y a un pacte de non-agression entre le contre-amiral Fouda et Ferdinand Ngongo. Vraiment, je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je sais que vous avez pris un peu plus de temps que prévu. Mes chers grands frères, je dirais même, monsieur, le boss, cher papa, vraiment, nous sommes à vos pieds. Il y a des sujets en même temps sur lesquels on souhaitait vous entendre. Par exemple, l'affaire Martinez-Zogo. On aurait bien voulu les évoquer. Est-ce qu'on peut se permettre vraiment de revenir à votre porte frapper, vous dire, J-Point, papa, nous venons nous abreuver. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation ici? Nous sommes 600 personnes là, en direct. Donnez-nous l'occasion justement de dire, on viendra comprendre, parce que l'affaire Martinez-Zogo n'est pas finie. Il y a des enchaînements, il y a des faits qui se succèdent, et on veut comprendre. Et on ne saurait ne pas aller à la bonne école, parce que pour nous, vous êtes la bonne école. Est-ce que vous acceptez justement que le moment venu, qu'on organise une autre émission pour mieux comprendre ces sujets-là, J-Point Remingono? Humblement. Déjà, il faut dire à vos spectateurs, vos auditeurs,
que J. Paul Emingo n'a jamais accepté une interview. C'est la grande première. C'est une grande première. Nous sommes d'accord. Même de 5 minutes. C'est une grande Et première. chaque fois que j'ai été invité, non. Mais Merci. comme j'ai toujours dit, ce n'est même pas à travers un des fils que j'ai formé directement, parce que vous étiez derrière, vous me regardiez. Très loin de là. Mais comme je dis toujours, je tends la main, même à ceux qui sont loin de moi, à ceux qui ne peuvent pas dire on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Je regarde et je vois. Et j'ai accepté. Vous donnez même mes mémoires, vous accordez mes mémoires, mon histoire, que même ma famille ne connaît pas. Parce que quand les gens parlent de moi, ils ne me connaissent même pas, même dans ma propre famille. Vous demandez à un de mes frères qui est J.Paul Emingo, il va dire que mais non, nous-mêmes on ne sait pas puisqu'il ne vivait même pas avec nous. C'est quelqu'un qui s'est fabriqué tout seul. Et beaucoup de ces choses, je vous ai révélé ça aujourd'hui. Et j'ai accepté pour la première fois une interview. Et en même temps, comme je vous le dis, je me suis dit, ce sera maximum pour 1 heure. Puis je me suis dit 2 heures. Maintenant, nous sommes à 3h27. J'ai assez parlé. Merci. Et l'affaire Martinez-Zogo, c'est des dossiers et des dossiers. Oui. De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que chacun sera déshabillé devant cette histoire. Et la mémoire de Martinez sera honorée. Il était mon héritier. Il est celui qui m'a remplacé lorsque Condrecho a été suspendu à la demande de Famandongo. Il a voulu me copier jusqu'à la voix, l'intonation vocale, jusqu'à l'habillement. Et je le prenais comme mon fils. Je ne voudrais pas finir cette émission avec beaucoup de mélancolie. Parce qu'en même temps, comme le Christ, Martinez est aussi venu libérer le Cameroun. Nul n'aurait jamais su que les hommes des renseignements, les hommes qui sont en tenue, pouvaient être d'une telle bestialité, d'une telle cruauté. C'était plus que le règne de Caligula, le règne de Biya, parce qu'il est en train d'aller vers la fin. Mais cependant, parce que certains nous ont rejoints, je ne peux pas donner l'assurance que je serai encore là une autre fois. Dieu fera grâce. Prenez ceci comme un testament. Prenez cela comme une partie. Même la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et ce n'est pas écrit par les mêmes gens. Vous aussi, vous allez prendre le relais pour l'histoire. Et l'affaire Martinez, si vous me demandez si je peux revenir, puisque ce n'est pas une histoire qui va finir maintenant. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans. Ça a déjà fait combien d'années? 3 ans. Et nous ne sommes même pas au milieu des découvertes. Martinez est mort sur la croix. Martinez a porté notre croix, tout comme Jésus. Mais c'était la croix de la libération au sacrifice suprême. Je salue tout le monde et vous remercie pour votre attention. Si, merci 1 million de fois, J.Paul Emingo. Je dirais même 40 millions de fois au nom des Camerounais qui nous suivent et qui vont regarder cette émission en podcast. Merci pour l'humilité, merci pour la grandeur, merci pour l'élégance, merci pour la culture, merci pour tout ce que vous incarnez pour nous. Merci pour tout ce que, pour l'icône que vous êtes pour les Camerounais. Et le mot icône est vraiment à sa place. Nous vous sommes totalement reconnaissants pour vos mémoires de ce jour, pour vos enseignements de ce jour, pour votre accompagnement de ce jour, et pas seulement pour aujourd'hui, pour la postérité. 1 million de fois, grand frère, papa, tonton, chef, le boss. Merci. Merci infiniment. Merci à toi, merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Mesdames, Messieurs, on s'est dit ce soir, et ce matin d'ailleurs,
au cœur de cette émission particulière qu'on devrait avoir Monsieur J. Rémy Ngono.